Quel âge a-t-on? C'est une question qui est moins anodine qu'elle peut sembler l'être. À l'échelle des particules élémentaires, des quarks qui composent notre corps, nous avons l'âge de l'univers. À un peu plus grande échelle, à celle des atomes, nous avons l'âge des étoiles qui les ont synthétisés. Et à un peu plus grande échelle encore, à celle des molécules, donc de la complexité, donc de la chimie, donc du vivant, nous avons plutôt l'âge des aliments que nous avons ingérés. Nous sommes ce que nous avons mangé. C'est la question pour laquelle le problème de l'alimentation ne peut pas être un parmi d'autres. Il n'est pas secondaire, il n'est pas anecdotique. Il ne peut être abordé, je crois, que philosophiquement, ne serait-ce que parce qu'il se trouve à la confrontation, à la confluence de plusieurs axes qui sont dans une large mesure mutuellement incompatibles. D'abord, il y a une exigence sanitaire. On souhaite que notre nourriture porte notre corps dans un état de bonne santé. Ensuite, il y a un désir de plaisir, une dimension hédoniste. Et enfin, il y a évidemment un axe qu'on pourrait dire symbolique ou éthique. Il est nécessaire que ce geste ait un sens. Il est aujourd'hui assez clair que l'alimentation végétarienne ou végane apporte la meilleure solution. D'abord, du point de vue de la santé, des experts plus compétents que moi y reviendront, mais je crois qu'il est clair que l'excès d'alimentation carnée engendre un certain nombre de problèmes bien connus, vraisemblablement une recrudescence de cancer, qu'elle n'est pas adaptée aux dernières centaines de milliers d'évolutions de notre corps qui n'ont pas été habitués à une alimentation très riche en viande. Il n'est peut-être pas anodin de noter que quelques entreprises d'assurance envisagent aujourd'hui de diminuer les cotisations de leurs sociétaires végétariens. Croyez bien que ce ne sont pas des poètes. Et puis, à l'échelle plus globale, on sait qu'il faut 3 à 4 fois plus de céréales pour nourrir du bétail qui nourrira des hommes que pour nourrir directement les hommes. Donc, du point de vue de la situation de stress alimentaire dans laquelle se trouve la planète, l'alimentation carniste ne peut qu'être qu'élitiste, c'est-à-dire égoïste. Le second point, c'est celui du plaisir. Alors bien sûr, il est beaucoup plus difficile d'argumenter parce que la question est alors hautement subjective. Pourtant, je crois que dès lors qu'on s'affranchit de l'image d'Épinal un peu pénible du végétarien seul avec ses 3 feuilles de salade, tous ceux qui ont essayé ce geste alimentaire ont, à ma connaissance, reconnu qu'il était très bon en réalité, que l'alimentation végétarienne, pour le dire dans un vocabulaire d'antan, est goûteuse, qu'elle est compatible avec les attentes des gourmets et des gourmands, qu'elle peut être très généreuse ou au contraire très diététique. Et puis, c'est un détail, mais peut-être pas tant que ça, il y a aussi une force symbolique en cela que même quand on accepte de manger de la viande, il demeure des tabous. On n'a pas ici en Europe maintenant envie de manger des yeux de chat ou des testicules de chien. Et en fait, quand la dent déchire la chair de la saucisse, on sait tous, même quand on mange de la viande, qu'on préfère ne pas savoir ce qu'on mange. Il y a toujours un dégoût latent. Et le fait que l'alimentation végétarienne permette d'échapper à ce risque ne veut pas tout à fait rien dire, parce que quelle que soit la manière dont elles sont préparées, les céréales de blé ou les pousses de soja ne dégoûteront jamais personne. Et évidemment, le plus important, c'est le troisième axe, l'axe éthique et symbolique. Alors c'est le plus important parce que qui aujourd'hui assume, en conscience et en connaissance, les milliers de milliards d'animaux qui sont vraisemblablement tués chaque année sans raison fondamentale? Qui assume les conditions d'abattage proprement consternantes, épouvantables, dont on sait qu'elles ne sont pas l'exception, mais la règle? Un nouveau témoignage insoutenable a été mis en ligne aujourd'hui. Qui assume ce qui est peut-être encore plus grave en fait, qu'avant cette mise à mort extrêmement effroyable, beaucoup des animaux en question n'ont pas même eu d'existence. Ce qui constitue presque un crime contre la vie, pourrait-on dire, contre l'essence de la vie, contre les prodromes de la vie. Et enfin, qui assume les conséquences proprement dévastatrices
de l'industrie de la viande sur la planète, qui est plus polluante encore que l'industrie des transports et qui nous conduit presque inexorablement, avec d'autres, entendons-le, à une situation de catastrophe planétaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dont les générations à venir, si tant est qu'elles existent, nous tiendront vraisemblablement rigueur. Pourtant, force est de constater que nous ne le sommes pas. Je suis végétarien, beaucoup le sont dans cette pièce, mais nous ne sommes pas massivement, globalement, unanimement végétariens. Ça reste une mouvance marginale, c'est un fait. Pourquoi ? Je pense que la raison a trait à cette chose très simple qu'on appelle l'habitus. Alors habitus, non pas au sens de Bourdieu ou de Mauss, mais vraiment au sens originel d'Aristote. C'est-à-dire cette conjonction d'habitudes très importante dans les comportements alimentaires qui ont un rôle socialisant et de vertu. Vertu, là encore, en son acception originelle, c'est-à-dire en tant que puissance d'agir. Il y a incontestablement une démonstration de puissance d'agir dans le fait de déchiqueter la chair de l'animal mort par notre décision au moment où on l'ingère. Et pourtant, cette violence, il faut la justifier. Et les axes de justification traditionnels sont essentiellement suivant 3 directions. La première, c'est ce que les végétariens appellent le cri de la carotte. Donc le cri de la carotte, c'est l'argument qui consiste à dire, après tout, les végétaux ont le droit de vivre aussi, ils souffrent aussi, donc pourquoi sauver spécifiquement les animaux ? Alors cet argument est doublement non recevable, d'abord parce que dans l'état actuel des connaissances, les végétaux ne souffrent pas, au moins pas suivant les schèmes dont nous avons conscience. Et ensuite, parce que quand bien même nous voudrions les sauver, il faut 3 à 4 fois plus de végétaux pour nourrir des animaux qui nourriront des hommes que si on se nourrissait directement avec les végétaux. Donc c'est factuel, pour sauver les plantes, soyons végétariens. Et puis, il y a quelque chose d'un peu indécent, cet argument. Parce que vous savez, l'empathie soudaine des carnistes pour les plantes, c'est un peu comme celle des intégristes catholiques pour les droits des femmes. Il faut qu'il y ait une musulmane voilée dans la pièce, sinon ça ne les intéresse pas beaucoup, cette question. Le deuxième argument, qui est traditionnel, c'est précisément celui de la tradition. Nous l'avons toujours fait. Alors ça, c'est évidemment le plus mauvais argument possible au niveau éthique. Parce que par la tradition, on pourrait justifier la domination des Blancs sur les Noirs, la domination des hommes sur les femmes. N'oubliez pas que le droit de vote des femmes est très récent. Donc revenons à la bonne vieille tradition de ces femmes qui ne s'expriment pas. Bon, soyons sérieux, ça n'a aucun sens. On pourrait justifier le viol, on pourrait justifier la guerre. Rappelons-nous qu'elle a été pendant longtemps l'activité noble par excellence. Nous sommes définis par notre évolution. Et il y aurait évidemment quelque chose de la dissonance cognitive à accepter cette évolution partout, sauf dans le domaine alimentaire. Et le troisième axe de justification est le plus intéressant. Je crois que c'est le seul argument qui est parfois utilisé de façon honnête. Et qui finalement consiste à dire, après tout, les animaux, enfin certains animaux le font aussi. Les animaux mangent de la viande et après tout, ce serait peut-être une forme de spécisme que d'interdire à l'homme ce que nous autorisons aux animaux. Après tout, le végétarisme serait un anthropocentrisme qui s'ignore comme tel. Alors cet argument est juste dans sa structure, mais il est faux dans sa nature. Parce qu'il suppose, ou feint de supposer, que les prédateurs maximisent leur impact et leur destruction et leur mise à mort sur leur environnement. Ce qui est factuellement toujours faux. Les prédateurs tuent à la mesure de ce qu'ils jugent utile. Alors on a beau jeu de toujours rappeler ce cas extrêmement rare dans le règne animal, des chats qui effectivement parfois tuent des souris sans les manger. C'est vrai, ça existe. Très bien. Intégrons le plaisir dans ce qu'on juge utile. Il n'en demeure pas moins que les lions n'écrasent pas des fourmis. Donc, enfin pas volontairement en tout cas. Donc il est évidemment faux que chaque prédateur, pour exercer son être de nature, si tant est même que ce concept ait un sens, doive maximiser son impact sur l'environnement. La seule question qui se pose à nous, comme à tous les autres animaux, est de choisir le taux de mort donné que nous jugeons utile, sachant ce que nous savons. C'est la seule question pertinente. C'est un peu comme si on reprochait aux hommes de ne pas détruire la Terre alors qu'ils en ont le pouvoir par les bombes atomiques qu'ils recèlent. Ça n'a aucun sens. Nous n'exigeons jamais que nous employions maximalement les moyens à notre disposition. Alors je crois que dans cette situation, pour aller de l'avant, il faut recourir au droit.
je crois qu'il faut accorder des droits aux animaux. Parce que le légal, c'est le moment où on considère que l'éthique individuelle ne suffit plus. Et je crois que c'est aujourd'hui le cas. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'en tenir dans la sphère humaine où chacun fait ce qu'il veut. Non. On ne peut pas dire les parents tuent ou non leurs enfants, après tout chacun fait ce qu'il veut. Non, pourquoi? Parce qu'une tierce personne est concernée. Parce que l'enfant est concerné et que le droit protège l'enfant, lui confère des droits alors même qu'il n'a aucun devoir. Et je crois que c'est ce modèle qu'il faut aujourd'hui reproduire. Évidemment, il y a un risque liberticide. Personne ne souhaite voir sa capacité d'action réduite par des lois. Mais je crois que de ce point de vue, il faut être clair. N'oublions pas que du point de vue de l'opprimé, c'est précisément la loi qui libère. Ça, c'est sûr. Et du point de vue de l'oppresseur, c'est-à-dire nous, je crois qu'en l'occurrence, c'est aussi la loi qui libère. Parce qu'en réalité, même égoïstement, nous aurions tout à gagner à un rapport apaisé avec les autres vivants. Je crois que cela ouvrirait même un très considérable champ de possibles et déploiement d'actions envisageables. Bien sûr, on ne doit pas exiger de nous une cohérence parfaite et infinie. Il y a de l'incohérence. La vie est incohérente. Je lisais ce matin des poèmes de Pier Paolo Pasolini, le cinéaste, qui était communiste et collectionnait les voitures de sport. Et je l'aime. Mais il y a un taux d'incohérence dans notre rapport contemporain à l'animal, du point de vue local et global, éthique et esthétique, logique et sémiotique, qui n'est plus tenable. Qui n'est plus tenable par les conséquences qu'il engendre. Et je crois que c'est précisément à cette complexité qu'il faut aujourd'hui faire face, en prenant bien évidemment soin de ne pas reproduire les erreurs du colonialisme, c'est-à-dire de ne pas juger les espèces du point de vue de leur proximité avec l'homme, ce qui constituerait certainement le plus mauvais critère de choix.